Bienvenue à tous dans ce café Psynaps. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Nathalie de Boulogne pour vous accompagner dans une séance un peu particulière. Bonjour Nathalie. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ravi Ah, d'être avec vous pour ce café. Aujourd'hui, on va parler de covision, d'intervision, de plein de choses. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous parler, comme à chaque fois en introduction, de tout ce qu'on va encore avoir cette semaine, puisqu'au final, on a encore une semaine bien chargée devant nous. Donc, si on pouvait avoir l'affichage du programme de la semaine, on serait top moumoute, comme on dit chez moi. Jeudi 14, demain, prenez votre power shot avec nos amis Laure et Janet pour une séance de coaching. Vendredi 15, parole d'expert avec Philippe Vernois. Très intéressant, les 12 facteurs qui créent la réalité des problèmes. Une vision qui permet de voir à travers 12 facteurs particuliers comment le client va exprimer sa plainte, mais aussi comment le thérapeute peut organiser tout ce qu'il y a derrière. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien lundi avec auto-hypnose. Pas quotidien du tout, il est hebdomadaire, je dis n'importe quoi, hein, vous avez remarqué. Mardi, ce sera ces gestes qui soulagent. On va parler de corporalité. Et mercredi, une nouvelle fois, cette aventure de la thérapie, la covision. Alors, justement, on parle de l'aventure de la thérapie, on a choisi d'appeler cette émission de cette façon-là. C'est quelque chose qu'on va régulièrement mettre en place parce qu'en fait, il y a une très forte demande au niveau des stagiaires, mais aussi des gens qu'on rencontre sur le côté accompagnement. Et oui, une fois que je suis formé, qu'est-ce que je fais? Et l'idée de cette émission est de voir avec vous, par vos questions que vous avez pu envoyer, sur lesquelles on a travaillé, mais aussi là en direct sur le chat, puisqu'on a accès aux informations, de pouvoir répondre en ligne à ces questions, en sachant qu'il y aura en même temps ces deux volets, le volet en ligne, mais il y a aussi un volet, puisque Psynaps va organiser régulièrement des soirées de covision avec les gens qui ont été formés. Voilà l'idée. Maintenant, Nathalie, moi j'ai une grande question. Covision, supervision, c'est des drôles de mots quand même, non? Ben oui, quelle est ta vision de cette situation, Christophe? Alors c'est un peu particulier parce que si on est sur le côté historique, la supervision, alors on est plutôt dans un courant Palo Alto, on est tous les deux formateurs et enseignants, mais aussi thérapeutes. Moi, j'ai tendance à dire que je fais partie du courant Palo Alto sur le côté thérapie brève dans sa globalité. Même si j'ai d'autres courants qui viennent s'ajouter dans ma pratique. L'idée de la supervision dans ce courant-là, c'est de se dire qu'il y a un thérapeute et un client. Et il y a en général deux superviseurs. Ces superviseurs, ils sont placés derrière une vitre sans teint, ils observent la scène et ils vont pouvoir même intervenir en direct. Alors cette supervision-là, moi, elle me paraît extrêmement compliquée. Si on devait déjà mettre des vitres sans teint, vu toutes les mesures de confinement, c'est déjà compliqué dans nos cabinets, mais si on devait rajouter une pièce pour un superviseur derrière, ce serait compliqué. Ça, c'est la vision de la supervision côté Palo Alto. Après, on en a discuté en préparant cette émission, il y a aussi le côté, alors moi je l'appelle covision, échange. C'est une personne qui donne un œil nouveau sur ce qui se passe. Alors ça, c'est un peu plus simple en sachant que moi, ça pose quand même une problématique. C'est quand je vais accompagner quelqu'un dans cette covision, je vais n'avoir que son retour à lui de la séance. J'ai pas le client sous les yeux. Et lui dire après, ah, mais tu aurais dû, voilà comment tu aurais dû faire. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout OK pour moi. Et toi, Nat, t'en penses quoi de tout ça? Bah, moi, j'en pense en fait que dans la supervision, il y a plusieurs axes. C'est un peu, ça me fait penser à qu'est-ce que la supervision, ça me fait penser à qu'est-ce que l'hypnose. L'hypnose n'existe pas ou tout est hypnose. Le premier axe, ça va justement être la covision. Et pour moi, la covision, c'est justement des praticiens qui se rencontrent et qui échangent sur leurs bonnes pratiques, Mhm. sur les cas qu'ils ont rencontrés en cabinet, sur éventuellement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais effectivement, la recherche doit être plutôt sur l'ouverture ou de quelle autre manière on peut envisager cette situation, de quelle autre stratégie thérapeutique on peut mettre en place, sachant qu'effectivement, en aucun cas, on ne pourra apporter la solution. Bah, déjà, pour une bonne raison, c'est que la plupart du temps, la personne qui a la solution, on est dans la position basse chère aux thérapies Oui, style Palo Alto, c'est le client qui l'a.
Donc, si c'est le client qui l'a, le thérapeute, c'est un autre niveau qui pourrait avoir une méthode d'accompagnement, mais un superviseur, il n'a pas forcément la science infuse. Enfin, il a peut-être un avantage pour moi dans la supervision. Et ça vient aussi de certaines questions qui reviennent vers nous, les formateurs. Il y a la partie pour moi où il y a manque de formation, alors que je m'entende bien. Enfin, qu'on s'entende bien tous sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se former à tout. Mais il y a des moments où dans notre pratique, quand on voit certaines questions, la réponse serait une autre type de pratique. Ça revient aux limites du thérapeute. C'est pour moi un deuxième axe qui est l'ouverture en fait sur la thérapie et sur les techniques thérapeutiques en général. Ça doit permettre aux personnes d'identifier quelle formation elles ont besoin pour développer leurs compétences de thérapeute d'une part, et même pour aller au-delà, pour développer leur cabinet. Qu'est-ce qu'elles peuvent développer autre comme technique pour proposer d'autres techniques à leurs clients, se différencier sur le marché et développer leur cabinet. Donc une ouverture sur les techniques thérapeutiques en général et qui fait le lien effectivement très vite avec la formation. Bien sûr. Alors il y a le côté technique, il y a le côté protocolaire, apprentissage, mais bien sûr à mettre en rapport aussi avec le client. On reparlera quand même un peu du rapport tout à l'heure. C'est quelque chose qui reste extrêmement intéressant. Je vois quelqu'un nous parle d'analyse de pratique. Pour moi, la covision, c'est ça, c'est une analyse de pratique entre différentes personnes. L'avantage qu'on va avoir quand on est formateur, c'est que toi comme moi, on s'est formé à pas mal de disciplines, que ce soit la systémique, que ce soit la PNL, que ce soit différentes formes d'hypnose. Donc on peut aussi avoir un regard peut-être un peu plus large que quelqu'un qui serait dans un début de cursus de formation. Maintenant, à chacun de garder aussi ses propres limites, quelque part, dans notre analyse. C'est pas parce que le superviseur, la personne avec qui on échange, nous donne une solution que c'est la solution. Elle est à mettre en face de notre client et de savoir réellement ce qui va se passer. Donc, ce premier axe, en effet, manque de formation. Il y a un deuxième axe, on a échangé là-dessus aussi, c'est imaginons que Nathalie soit ma superviseure, je lui dis écoute, je viens de faire une séance avec un client sur sa peur des araignées et encore maintenant, moi, il y a quelque chose qui n'est pas OK à l'intérieur de moi, j'ai pleuré tout après, j'ai pas été capable de faire mes autres rendez-vous. Là, on parle d'autre chose quand même, Nat, non? Ben oui, là effectivement, on entre dans une dimension de besoin de suivi individuel et d'accompagnement individuel qui rejoint une séance en fait pour le thérapeute, une séance d'accompagnement pour le thérapeute et qui fait donc cette approche-là de la supervision rejoint en réalité l'accompagnement en tant que tel. Souvent, les gens nous disent ouais, mais moi j'ai fait ma formation, j'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Moi, je suis partisan de dire qu'une formation, c'est pas une thérapie. Parce que déjà, il y a plusieurs personnes. Bien sûr, profitez au maximum de nettoyer tout ce que vous pouvez, mais faites aussi confiance, comme vous, on vous fait confiance en tant que praticien, à d'autres praticiens pour aller chercher. S'il y a quelque chose de très précis lié à votre histoire de vie ou lié tout simplement à ce qui est en train de se passer, la relation avec votre client aussi, faites confiance aux gens autour de vous. Ça, c'est très intéressant de se dire que si ça résonne chez moi, est-ce que je suis capable de le gérer tout seul? Ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre? Et ça nous permet d'aller vers la troisième approche, qui est une approche que j'appellerais tout simplement le feedback. Feedback qu'on voit beaucoup plus en PNL, mais un auto-feedback. OK, qu'est-ce que j'ai bien fait? Comment je peux m'améliorer? De manière générale, qu'est-ce qui fait ma force? Reconnaître ce qui me fait du bien. Mais aussi un feedback de celui qui va nous donner, par rapport à la vue globale de l'information qu'on lui donne et du feedback qu'on lui fait de notre séance, d'autres styles de solutions. Ok. Donc Tout simplement. plusieurs éléments Et oui. dans la supervision, que ce soit à travers la covision et les autres axes qui rejoignent ou le besoin d'accompagnement ou le besoin de formation. Et le besoin de feedback, accompagnement, De feedback. formation. En fait, moi j'ai tendance à dire que comme une thérapie, chacun construit sa propre covision, sa propre supervision, sa propre intervision. On est sur un mot, c'est pas encore totalement défini. Souvent, il y a d'autres métiers qui tentent, mais c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, qui tentent de nous imposer cette notion de supervision.
À nous de créer quelque chose qui soit en rapport avec nos métiers, nos façons de voir. Moi, je sais que je travaille sur le corporel, hein, en rebootement, ça s'appelle comme ça. Il m'arrive encore d'appeler mon formateur ou mes collègues pour dire: «Tiens, j'ai eu tel cas, telle chose, comment toi t'aurais fait? Voilà ce que moi j'ai fait». Souvent, quand les stagiaires me posent des questions, je leur dis: «Soyez sûrs d'une chose». J'ai tendance à répondre assez facilement et à bien vouloir échanger avec eux, mais il y a une chose que je refuse de faire. C'est les questions du style: Nathalie, j'aimerais ton avis parce que dans 15 jours, je vais recevoir un client qui m'a dit qu'il avait un problème parce qu'il avait peur de l'eau et que c'était lié sûrement à un accident qu'il a eu sur un bateau. Qu'est-ce que tu ferais? Ça, typiquement, pour moi, c'est pas OK. Je vais être cash. Et c'est ce que je réponds à tout le monde. Si c'est pour faire la séance à ta place, envoie-moi directement le client. Je ferai moi l'accompagnement global, mais je ne vais pas pouvoir, alors qu'en plus tu n'as pas vu le client, te découper la séance et pour te dire ce qu'il y a à faire. Je rappelle, on est dans l'humain et ça va dépendre des gens qu'on a en face de nous. Et si on repart des besoins des praticiens, en fait, quand on écoute leurs besoins, il est évident qu'à aujourd'hui, la première chose à développer, c'est justement cet aspect covision. Cet aspect partage des bonnes pratiques, pouvoir se rencontrer, échanger et avoir un autre regard sur notre pratique. Il s'est créé une espèce de dynamique, je ne vais pas dire grâce, mais aussi liée au Café Synapse, peut-être, avec une communauté qui s'est encore renforcée, de gens qui parlent de la même chose et qui s'est élargie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des stagiaires Synapse qui avaient suivi les cafés, mais des gens venus de tout horizon. Cette idée de covision, en fait, elle a été un peu coupée l'herbe sous le pied, ou du moins, on nous a empêchés de la faire plutôt, avec la date du confinement, puisque les premières soirées de covision devaient avoir lieu sur Lyon et Paris, juste au moment où on a été confinés, ces échanges entre nous. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'idée de choses qui vont se remettre en place. Alors j'insiste, hein, dès qu'on aura un allègement des mesures sanitaires aussi, parce que faire des réunions avec 20-25 thérapeutes ensemble qui discutent, aujourd'hui, c'est pas possible, mais on va pouvoir le faire aussi, puisque certains d'entre vous nous ont envoyé des questions. Et ce que je te propose, Nathalie, c'est d'attaquer tout de suite sur la OK, première question. allons-y. Voilà. En hypnose, comment gérer un client qui parle beaucoup et qui ne s'autorise pas à sortir de son schéma problématique? Alors moi, Christophe, quand il y a des problèmes qui se posent, peut-être que c'est simplement une situation mal formulée, j'aime bien repartir des fondamentaux. Mmh. J'aime bien repartir des fondamentaux. Et quelque chose d'essentiel dans notre métier, ça va être le rapport et accueillir ce qui se passe. Le rapport, donc entrer dans la carte du monde, rencontrer un client dans sa carte du monde, et puis surtout ne pas oublier le suivre et guider. Donc ok, on va rencontrer la personne. Il se trouve que la personne parle beaucoup. Mmh. Ben super, top. Écoutez. Écoutez, écoutez à un autre niveau, avec les, avec les outils PNL notamment. Bah justement, tu vois, Écoutez c'est un comment, peu dans la oui. question. Ce qui est limitant pour moi dans cette question, c'est en hypnose. Typiquement, quelqu'un qui parle beaucoup, c'est une mine dans d'autres façons d'accompagner. Un accompagnement PNL, par exemple, on va pouvoir jouer sur les mots et sur tout ce qu'elle dit. Maintenant, si l'idée, c'est de s'installer et de la laisser parler pendant des heures, moi, j'ai tendance à dire, si c'est OK pour elle et que le client dit qu'il va bien mieux après ça, alors je suis un peu cash quand je dis, je sais que tout le monde n'aime pas ça. Ouais, les thérapies brèves se doivent d'être interventionnistes, il faut. Alors moi, j'aime pas les il faut, hein. Ça me saoule les il faut. Si j'ai un client qui, au bout d'une séance d'une heure, me dit non, mais c'est génial, on m'a jamais écouté comme ça, j'ai l'impression de m'être libéré, bah pourquoi pas? Tant que ça ne m'empêche pas, tant que ça nous empêche pas dans cette petite alliance qu'on a réalisée à un moment donné avec notre client d'aller plus loin. Donc, tu le disais, outil PNL, ouais, pourquoi pas? C'est ce qu'on pourrait faire. Maintenant, dans la question, là, il y a le terme en hypnose. Alors, si on Ok. réfléchit bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire en hypnose là-dessus? C'est une grande question. Alors, on a tous des approches différentes. Si je vous donnais mon point de vue, moi, je demanderais déjà à la personne qui me remonterait cette problématique, bah, quel est le schéma problématique?
parce qu'en fonction de ça, on va bien sûr intervenir différemment. Alors comme on n'est pas en réel là, on va essayer d'imaginer un peu. Qui ne s'autorise pas, ça c'est intéressant, qui ne s'autorise pas. Ça voudrait dire, si j'analyse un peu les mots, qu'il y aurait un blocage quelque part. Et comme il y a un blocage quelque part, ça voudrait dire qu'elle manque d'autorisation. En hypnose, on a les outils pour amener de l'autorisation, simplement par le langage. Autorisez-vous, permettez-vous, allez plus loin et l'accompagner. Maintenant, il y a une autre chose, il y a le terme qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup. Moi, je parlerais peut-être de structure. Qu'est-ce que tu dirais de faire un plan, de prévenir le client de comment va se passer la séance? Oui, tout à fait, de cadrer la séance dès le départ. Ouais. Mmh. Lui dire par exemple, écoutez, ce que je vous propose sur cette séance, on va se donner un quart d'heure pendant lequel vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez exprimé. On reste en hypnose dans l'idée. Mmh. Puis derrière, on lui dirait, par exemple, à l'issue de ce quart d'heure, on va laisser parler une autre partie de vous qu'on va appeler l'inconscient. Et à ce moment-là, si vous êtes d'accord, vous vous tairez et on laissera interroger l'inconscient en fonction de tout ce que vous avez dit. Cadré. Et à ce moment-là, peut-être que la séance d'hypnose va se faire plus facilement. Alors moi, j'aurais peut-être une autre technique, mais alors tout le monde ne la ferait pas. Moi, je serais capable de me lever et d'aller me faire un café. Pour bien faire comprendre, après avoir cadré une ou deux fois avec la personne, que c'est bien de discuter si c'est OK, mais ce n'est pas ma façon de faire. Si vous avez mis un cadre et que la personne ne le suit pas, on peut se demander à quel moment on est dans l'intervention, dans l'accompagnement thérapeutique. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors Frédéric nous propose aussi de faire un dessin. Oui, alors typiquement, changer le mode de représentation. Si elle parle beaucoup, faites-lui faire quelque chose où elle ne va pas utiliser la parole. Un dessin de la situation. Il y a une technique que moi j'adore avec les enfants, mais que je trouve presque encore plus efficace avec les adultes, c'est la technique des 3 dessins qu'on voit pendant les formations d'hypnose. La situation actuelle, le qu'est-ce que je voudrais plus tard, et puis après on travaille sur la phase, le troisième dessin entre les deux, comment je passe de ma situation de départ à la situation plus loin. On pourrait même imaginer, quand on fait ce dessin, de dire que la personne a le droit de nous parler que de ce qu'elle nous dessine, histoire de limiter la parole. Tu vois autre chose, Nathalie? Je renforcerai aussi l'orientation solution, effectivement. Qu'est-ce qu'elle souhaite mettre à la place? Repartir, reprendre sur les fondamentaux. Écouter, observer et vous adapter. Faire avec ce qui se présente et construire avec ce qui se présente votre stratégie là où vous voulez l'emmener. Ouais. Et puis là, tu vois, alors c'est rigolo parce qu'on a vu vos questions avant, pourquoi les... Et puis on a réfléchi à des solutions, mais là, il y a quelque chose qui me vient. Pourquoi pas utiliser le tourniquet des perceptions, c'est-à-dire passer d'un autre point de vue. Laisser la personne, alors il faut un tout petit peu de matériel, enfin, des chaises, normalement, vous les avez en cabinet, enfin, du moins j'espère, mais c'est dire, tiens, on va laisser Christophe là sur la chaise, et venez avec moi, et se déplacer dans le cabinet, et prendre une position de loin, en regardant Christophe, et en demandant à la personne que j'ai à côté de moi de me parler de ce qui se passe pour Christophe. Parce que souvent, quand on met de la distance, on va synthétiser ce qui se passe. Et si jamais vous avez encore besoin de plus synthétiser, parce que la personne vous fait un roman en vous décrivant l'autre, demandez-lui de se mettre dans la peau d'un ami à elle qui serait extrêmement synthétique. Et là, vous allez gagner une vision et être synthétique. Et dans le pire des cas, demandez-lui de se mettre à votre place. Ça, c'est une petite feinte que j'adore. Je demande à mes clients de se mettre dans une position, la mienne, et de m'expliquer en résumé ce qui s'est passé. Alors, je vous rappelle que là, l'idée, c'est d'ouvrir un peu le champ. Là, on a une question sur l'hypnose, mais pour vous montrer aussi en quoi la PNL, la systémique ou d'autres formations peuvent répondre des fois à des blocages qu'on pourrait avoir dans une discipline particulière. Philippe Vernoy a tendance à dire ne vous arrêtez pas à une seule technique. Parce qu'une seule technique, c'est limitant. À 2, vous avez déjà une alternative. Et c'est seulement à partir de 3
que vous avez du choix. Alors, je regarde un peu les commentaires. Oui, les 3 dessins, bien sûr. La dissociation, tout à fait. Alors, il y a même des gens qui proposent très bonne idée, tiens, j'avais pas pensé. Faire ferme le mime Marceau. Bah, pourquoi pas, comment s'appelait ce jeu, tu sais, Nathalie, où il fallait faire découvrir quelque chose que tu dessinais. Dessiner, c'est gagné. Dessiner, c'est gagner, voilà. Parler de la problématique en dessiner, c'est gagner. Voilà. Eh ben, on y est, j'allais le dire. Et merci Julie. Le champ est immense, c'est génial. Amusons-nous. Oui. Qui a dit que la thérapie, ça devait être un truc sérieux et un peu chiant? Moi, j'aime pas ça. Je ne ferai pas de la thérapie comme ça. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé que certaines personnes discutent tellement que vous ne puissiez pas en placer une? En cabinet, hein, pas dans votre vie de tous les jours. Je te vois rire, j'espère que tu es pas en train de parler de moi. Du tout. Okay. Alors, on peut Le peut-être... score, ouais, le score fait aussi, ouais. Bien sûr. Pictionary. Et des outils de base, hein. Revenez à la base de ce que vous faites et de comment vous faites. N'oubliez pas la reformulation dans le rapport. La reformulation en fait partie. J'ai un de mes mentors qui disait « Celui qui pose des questions, c'est celui qui dirige l'entretien ». C'était dans le domaine commercial. Et pourtant, c'est tellement vrai. C'est moi qui vais stratégiquement choisir sur quel point je veux aller. Si je l'écoute et que je ne l'interromps jamais, est-ce que je fais vraiment mon métier? J'ai pas la réponse, hein. Une fois de plus, là, c'est pas vous dire ça, c'est la réponse et c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais je me pose la question, si je ne fais qu'écouter, est-ce qu'à un moment donné, je perds pas dans le côté thérapeutique? J'ouvre la question. Je te propose, Christophe, en fait, cette question, on arrive là à faire le lien avec la deuxième question, hein, Oui. quand on parle de ne pas réussir à sortir du schéma problématique. Donc, la deuxième question qui est: que faire quand les approches utilisées ne fonctionnent pas? Y a-t-il un nombre maximum de séances? Alors, on est toujours dans cette approche thérapie brève. Et on est dans les mots. Qu'est-ce qu'on entend par thérapie brève? A priori, le domaine des thérapies brèves, on parle souvent, et c'est ce qu'on trouve dans la littérature et dans le sens commun des thérapies brèves, moins de 10 séances. Donc, s'il fallait dire un nombre maximum de séances, 10 séances par problématique paraît être un chiffre qu'on pourrait donner. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, pour 2 raisons. La première, c'est qu'au début, à Palo Alto, hein, à l'époque de Halley, peut-être un peu moins Erickson, mais dans l'approche systémique et des thérapies brèves, ils étaient plusieurs thérapeutes, il y avait ce côté supervision, donc ils étaient à 10 séances par problématique, mais avec 2 personnes dans la salle d'à côté qui avaient une approche complémentaire. À côté de ça, 10 séances, ça peut être extrêmement long aussi, mais tout dépend de la problématique. Si je viens voir mon thérapeute, mon accompagnant, pour lui dire, écoutez, j'ai un examen dans 2 mois et que j'ai besoin de 15 séances pour enlever la peur de l'examen, ben, j'ai raté le coche. Maintenant, quelqu'un qui vit avec une problématique depuis de nombreuses années et qu'on fasse plus d'1 an de thérapie, ben, je vais en surprendre certains. Pour moi, c'est pas déconnant. Si je le vois une fois par mois et qu'il y a eu des progrès, des étapes et que globalement on se voit pendant 1 an, pourquoi pas? Moi, j'ai un client que je voyais une fois par an, je l'ai suivi pendant près de 6 ans. Un client entrepreneur. Et il venait faire, il était rigolo parce qu'il venait, il me demandait son nettoyage de printemps au printemps. C'est comme s'il venait pour faire sa révision. Alors moi, je trouve ça génial parce que c'est ce que je faisais avec mon ostéo aussi. Une fois par année, j'allais faire un bilan ostéopathique. Et ben lui, il venait faire un bilan thérapeutique. Pour moi, c'est pas déconnant. Maintenant, vas-y. Ouais, alors moi sur cette question, même réaction. Revenons aux fondamentaux. On a dans les présupposés beaucoup de réponses en fait et beaucoup de pistes d'action pour s'adapter face à ces situations. La résistance est un indicateur précieux sur l'attitude du thérapeute. Une partie du sujet n'est pas accompagnée. Donc, ok, les approches utilisées ne fonctionnent pas.
interrogez-vous. Est-ce qu'il y a une partie du client que vous n'avez pas écoutée? Quelle est cette partie? Quelle est cette partie qui ne veut pas changer? Bien évidemment, la détermination d'objectifs a été faite préalablement également. Donc, quelle est cette partie qui ne souhaite pas changer? Écoutez-la. Et puis, avec ce présupposé, pas d'erreur que du feedback, hein, on est bien dans cette posture-là aussi. Et si ce que vous faites ne marche pas, faites n'importe quoi d'autre. Donc, on a des pistes d'action à aller travailler avec ces notions de partie. Et puis, autre chose aussi, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi à prendre en compte dans ces situations, c'est surtout ne vous positionnez pas en sauveur. Hein. Et oui. Et justement, et je réinsiste, et on refait le lien encore avec un autre présupposé, n'oubliez jamais que chaque personne, chaque individu possède les ressources nécessaires pour effectuer les changements désirés. Si au bout d'un certain nombre de séances, effectivement, rien n'a bougé, vous êtes adapté, vous avez travaillé avec cette notion de partie, il n'y a rien qui bouge, ça ne fonctionne pas au bout d'un certain nombre de séances, eh ben, il est peut-être préférable d'arrêter l'accompagnement et d'orienter la personne vers un autre thérapeute, tout simplement. Et pas d'erreur, que du feedback. Tu viens sur un point super important, ma propre carte. Mmh. Il y a un petit jeu que j'aime bien faire, c'était pas du tout prévu. Mais j'ai cette idée et je vais demander aux gens d'être présents là, de voir comment, au moins les thérapeutes, comment ils réagiront. Imaginons un homme qui vient vous voir et il vous explique, on va voir une problématique, il vous dit voilà, moi je suis phobique de la neige. Alors c'est pas trop problématique parce qu'aujourd'hui je bosse dans un grand hôtel à Cannes, la neige on en a rarement sur la Croisette, mais rien qu'à l'idée d'imaginer de la neige, je peux pas accompagner. Je peux pas sortir, je peux rien faire, je peux pas bouger. Il vous explique que pour lui, c'est une véritable phobie. Alors imaginons que vous soyez formé, vous ayez les outils, on parle vraiment de votre carte du monde. Et il vous explique que quand il était tout petit, en fait vers l'âge de 2-3 ans, à un moment donné, il était dans une colo avec ses parents en vacances de neige et puis il a voulu aller faire pipi. Il s'est trompé de porte, puis il a pris, vous savez, ces portes, quand on sort, qu'elles se referment, on ne peut pas rentrer, elles sont fermées de l'extérieur. Et il s'est retrouvé tout seul, le petit haut, là, 2-3 ans, dans la neige après avoir fait pipi et en se rendant compte qu'il était enfermé à l'extérieur pendant près de 2 heures. Et depuis ce moment-là, impossible pour lui de s'imaginer être en contact avec la neige. Alors je vais demander aux gens qu'on a en commentaire là, est-ce que vous accompagnez une personne comme ça? Nat, est-ce que toi t'accompagnes? Ouais, je pense que oui, mais on est d'accord que dans l'approche outil PNL, double dissos, travail sur les sous-modalités, on pourrait voir plein de choses. Mais j'aimerais bien que les gens qui nous suivent là, est-ce que vous accompagnez une personne qui vient avec ce type de problématique? On va laisser un peu de temps, c'est le délai entre vos réponses et ma question. C'est toujours là où c'est étrange, hein, puisqu'on attend les réponses. Donc, premier cas, vous êtes formé pour, est-ce que vous accompagnez? Ok. On va aller vers la même chose. On imagine exactement le même client, si vous voulez bien. Donc, je reviens, Cannes, grand hôtel, blablabla. Alors, je vais rajouter quelque chose dans les deux cas. Pour lui, c'est super important et son objectif est très clair. Il a envie de régler cette problématique avec la neige parce qu'il vient d'avoir un poste à Crans-Montana en Suisse. Il est maître d'hôtel. Ce poste, c'est un poste de rêve. En plus, il a trouvé une petite amie qui va être là-bas. Il est motivé au taquet pour changer. On a vraiment tous les curseurs au vert. On est d'accord. Donc, vous accompagnez. Parfait. Maintenant, imaginons la même situation et le type vous dit, ben voilà, je sais pourquoi j'ai peur de la neige. Parce que quand j'étais soldat napoléonien, je suis mort pendant la grande débâcle de Russie en tombant dans la Neva. Et depuis cette vie où je suis mort gelé, je refuse de m'approcher de la neige. Est-ce que vous accompagnez? Ah, t'as vu, il y a un petit délai. Et j'aime bien. Parce que dans les Oui. cas, c'est mes propres limites. Moi, je vous avoue que pendant un moment, je vais vous le dire franchement, hein, j'accompagnais pas. Je me rappelle d'un ami qui m'a dit, mais si, moi je l'accompagne directement à l'asile. C'est un fou. Vie antérieure. Eh ben, on est dans le monde des cartes du monde, là. On est dans l'approche du thérapeute. Ouais, en spirituel. Ou pas, hein. Sam qui nous dit non, c'est juste. Certains nous disent oui, d'autres non.
Alors attention avec le oui en spirituel, mes amis, pas qu'en spirituel, c'est une approche, c'est la carte du monde du client. Sam pourrait nous dire il peut être psychotique ou pas. Alors moi je vais vous montrer pourquoi c'est un petit piège ma question et j'adore la faire, ceux qui m'ont eu en formation sont peut-être déjà fait avoir. Dans les deux cas, vous n'avez aucune preuve que ce qu'il vous raconte est la réalité. Parce qu'avant 2-3 ans, en général, il n'y a pas de souvenirs. Il vous a donné peut-être trop de souvenirs pour que ça soit réel. Il y a de l'engrammage. Je ne veux pas aller dessus. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est simplement sa réalité. Soit vous êtes prêt d'accepter en tant que thérapeute d'aller dans sa réalité pendant un moment et d'utiliser les outils que vous avez. Si vous êtes formé, bien sûr, plus simplement parce que vous savez comment faire. Mais si vous n'êtes pas formé, est-ce que je vais accepter de travailler dans sa réalité? Et ça répond ça à la question quand tout n'a pas marché, est-ce qu'à un moment donné, ce ne sont pas mes limites qui limitent mon client? Je ne vais pas citer un présupposé, mais une des règles de base de l'hypnose et de toute autre thérapie, la seule limite, c'est les limites de compétences et de croyances du client, du thérapeute, et peut-être des deux en même temps. Eh ben, donc c'est bien, il y en a un thérapeute n'est pas là pour jouer, nous dit, juger, nous dit Karine, et Frédéric nous dit oui, elle utilise sa métaphore, tout à fait. Pendant des années, et peut-être même encore aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de réponse parce que peut-être je ne l'ai pas, on peut considérer que c'est une métaphore. Si c'est une métaphore, et pour répondre à ceux qui voudraient envoyer les gens qui pensent que les vies antérieures existent, tous les envoyer en hôpital psychiatrique, je pense que ce n'est pas forcément systématiquement une structure psychotique. Il peut y en avoir, d'où la psychopatho. Hein. Ça va aussi là sur les approches utilisées. La psychopatho, pour moi, me semble carrément essentielle pour savoir à quel moment je peux faire la différence entre quelqu'un qui vit dans une métaphore et quelqu'un qui est dans une structure psychotique. Bien, on a plein de réponses, là c'est chouette. Quelque chose à rajouter, Nathalie? J'envoie Nathalie. Ok. Oui, pour les deux. Ok, Chouette. bien. On peut peut-être passer à la question d'après. Ouais. Que faire avec des clients qui n'ont pas accès à leur mode de représentation visuelle? Eh ben, une fois de plus, les fondamentaux et la capacité d'adaptation. Ok, il n'a pas accès au mode de représentation visuelle. Solliciter les autres canaux. Qu'est-ce qu'il entend? Il va avoir accès à d'autres informations. On voit en formation le chevauchement, hein, bien évidemment, qui permet justement de débloquer dans ce genre de situation et d'avoir accès à d'autres systèmes de représentation. Il faut bien comprendre qu'au niveau neurologique, tout le monde est capable d'avoir accès au visuel. Enfin, tout le monde, c'est pas vraiment vrai, puisqu'il y a une maladie qui s'appelle l'aphantasie, qui est une maladie du cerveau qui ne permet pas de représenter les choses. Quand on étudie un peu le cerveau, on se rend compte qu'il y a une approche, et Tim nous en avait parlé, très proche entre quelque chose qu'on stimule, que ce soit en hypnose ou par la parole, et quelque chose de réellement vécu. Mais qu'il y a encore une différence quand on est en train d'imaginer quelque chose. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits comme ça et ça a été documenté sur l'utilisation du cerveau. Maintenant, il y a toute une partie de la population, et ça va peut-être surprendre ceux qui sont très visuels, qui quand ils ferment les yeux et qu'on leur dit imaginez une pomme, eh ben, ils mettent un peu de temps, il n'y a pas directement une pomme qui apparaît devant eux. Ça, c'est le mode de représentation. Donc, on considère hein, que plusieurs modes de représentation. On va juste refaire un point, qu'on se mette tous d'accord. Au sens PNL, au sens hypnose, au sens thérapeutique. Thérapie bref, pardon. Le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le manque des sensations externes et internes, l'olfactif et le gustatif. Donc en français, on appelle ça le VACOG. Alors, nos amis anglais appellent ça le VACO. Ils ont tendance à mettre l'olfactif et le gustatif en même temps. C'est pas surprenant. Mangez un peu anglais, vous verrez que pour eux, ils ne font pas la distinction entre l'odorat et le goût. Non, c'est une petite vanne. Mais on appelle ça le
Je pense qu'on nous regarde de Londres aujourd'hui. Oups. Oui, mais c'est pas grave, ils ont une culture française, n'est-ce pas? Voilà. Mais on appelle ça le VACO, c'est la même chose, olfactif, gustatif, qui peuvent être quand même deux sens totalement différents. Alors bien sûr, au niveau de la science, on pourrait trouver d'autres sens derrière, mais nous restons sur ces 5 sens-là. On peut imaginer que quand vous avez grandi, et c'est le cas d'un client, il a pris l'habitude d'utiliser un mode visuel qui lui va bien. Votre cerveau, il est efficient. Par efficient, je pourrais dire un peu feignant. Si quelque chose marche, pourquoi faire autre chose? Pourquoi prendre du chose qui me prendrait du temps machine, qui me prendrait de l'énergie alors que je peux le faire différemment? Donc en effet, on a certains clients qui ont pris l'habitude de ne pas utiliser leur visuel. Mais ils ont forcément un autre canal privilégié. Écoutez-les. Écoutez-les. Regardez, ressentez. Maintenant, la question, là, elle était un peu spécifique puisqu'on nous parlait, par exemple, de visualiser la ligne du temps. Vous savez que souvent, on a tendance à demander aux gens de visualiser la ligne du temps. Nathalie, est-ce que tu pourrais nous parler d'autres techniques qui utiliseraient d'autres sens que le visuel par rapport à la ligne du temps? Par rapport à la ligne du temps? Ouais. C'est-à-dire, utiliser la ligne du temps? Oui, par exemple, dans l'approche PNL, on va pouvoir faire marcher sur la ligne du temps, ça serait une solution. Ah oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Ouais, Oui, ouais, ça ouais, paraît ouais. tellement logique, je sais Bah bien. oui. Faire marcher. Si la personne ne peut pas l'avoir, demandez-lui de se lever et marcher. Demandez-lui, elle serait où là, physiquement? Elle serait où sans qu'il passe par le canal visuel? Mmh. On pourrait l'écouter, tiens. On pourrait lui demander de dire, mais si le passé vous parlait, de quel côté il vous parlerait? Et il travailler sur l'auditif. Olfactif, gustatif, ça me semble sur la ligne du temps un peu plus compliqué. Mmh. Et même sur le visuel, on peut l'accompagner à construire ce visuel. Ouais. Si elle devait créer cette représentation, comment elle la créerait? Tu vois, je pensais là à l'olfactif. Mais pourquoi pas? Quelqu'un pour qui le monde des saveurs et des odeurs serait très important. Si je lui demande de se souvenir du dernier super gâteau au chocolat qu'il a mangé, et je lui demande de me dire dans la pièce où se situerait ce souvenir-là, on pourrait utiliser pour démarrer un sens olfactif ou gustatif pour retrouver les choses. Lui demander de s'associer à la situation. Alors le but, c'est pas de faire un cours PNL, mais on aurait dans le temps, hors du temps, qui pourrait nous servir. Je rebondis là sur ce que disait Didier, s'associer ou se dissocier de la ligne du temps qui peut aider. Utilisez tout ce que vous avez à disposition. La dessiner, ouais. Je sais pas, est-ce que vous aurez d'autres idées? Ben oui. Alors Frédéric qui nous dit par exemple utiliser d'autres sens. Elle a un fils daltonien. Elle travaille avec lui le toucher. Utiliser d'autres sens, on le fait intuitivement. Hein. Alors je continue à dire que c'est pas une fatalité l'accès à certains sens. Moi, au tout début, je croyais que j'étais pas du tout visuel et que j'avais pas accès. Avec un peu de travail et du temps, je le suis devenu un peu plus. Et ceux qui sont très visuels, qui se sentaient déconnectés de leurs sensations, avec le temps, ils le sont aussi un peu plus et peuvent travailler là-dessus. Et oui, l'entraînement en état d'hypnose va favoriser aussi le développement du monde visuel. En cadrant, une fois de plus, on est dans le cadre, peut-être dans la thérapie, parce que je peux vous dire un truc. Au tout début de la formation, moi, mes premiers contacts avec l'hypnose ont été faits en formation. Ça avait tendance un peu à me gaver de ces gens qui me disaient « et tu peux voir, et là tu observes, et là tu vois », alors que moi, je voyais rien du tout. Donc, s'il vous plaît, soyez vachement large dans votre représentation. Nathalie, tu as parlé du chevauchement, ça me paraît, y compris en hypnose, une technique super importante. Oui, bien sûr. Parce qu'elle permet d'élargir le champ de ce qu'on va avoir autour de nous. Le goût et l'odeur, sens très fort pour recréer des souvenirs. Ouais. C'est un de ceux qu'on utilise le moins, le goût et l'odeur. Hein. Souvent, ça nous ramène à des choses très importantes. Le côté olfactif et gustatif. Vous voyez, la fameuse... Madeleine de Proust. Ouais. Bon, Proust C'est était des ancrages très puissants. visuel. Hein.
Vous avez des auteurs tels que Proust et Tolkien. Si vous voulez voir ce que c'est un visuel, lisez Tolkien. Tolkien, il y a 3 chapitres pour expliquer comment c'est un escalier. C'est un peu long. Voilà. L'odeur, Ok. dans Madeleine de Proust, l'olfactif permet d'accéder aux souvenirs. Le Alors, goût de la réussite. Florimond Industriel, je suis pas tout à fait d'accord. On a tendance à le dire, c'est pas mieux que n'importe quel autre canal. Ça va dépendre de comment est câblée la personne. Par exemple, un nez, quelqu'un qui travaille et qui a surutilisé son canal olfactif va avoir des fois des difficultés à avoir certaines infos et on aurait intérêt à passer par d'autres canaux. Et tiens, ça nous fait le lien avec la question d'avant. Souvent, on vous dit dans le rapport, utilisez le canal privilégié de la personne. Mais si ça ne marche pas, utilisez-en un autre. C'est peut-être ça des fois. Plutôt que de chercher à voir où est le problème, ben faites-le entendre, faites-le ressentir, faites-le même sentir. On pourrait très bien imaginer une induction où tel un limier, le chien, hein, je remonte la trace de ma problématique pour venir jusqu'à la source, à l'odorat. Ça sera assez drôle, ça, faut que j'y pense. Ça peut me donner un... Voilà. Et puis, ben voilà, Carole qui nous dit, moi, je suis pas du tout olfactif, donc ça me parle pas. Carole, est-ce que tu serais un peu auditive? Je sais pas pourquoi, mais au vu de la remarque, ça ne me parle pas. Ouais. Moi, j'aurais dit, je le sens pas trop quand je suis olfactif. Ou certains disent, je vois pas de quoi il en retourne. Je sais pas trop. Ok. Alors, je regarde un peu le fil et on va venir peut-être, si vous voulez bien, avant de répondre à vos questions, parce que le but, on a eu nos questions à nous, mais c'est de pouvoir être dynamique et vous demander si vous avez des questions. J'en ai déjà noté 2, 3. Venir sur le dernier point qu'on avait choisi de regarder, Nathalie, et puis après pouvoir répondre en live directement aux questions qui nous sont posées. Tout à fait. Donc, dans notre cabinet, quelles sont les choses obligatoires? Comment organiser l'espace et le temps? Alors, en termes d'obligations, il y a effectivement des choses obligatoires à afficher en cabinet. Les premières choses obligatoires à afficher sont les tarifs. Ils doivent être affichés à l'extérieur du cabinet et à l'intérieur. Ils doivent aussi être affichés sur le site internet, bien évidemment. Alors, attends, tu parles de l'extérieur, tu parles de la salle d'attente, je pense. Ouais, ou pour ceux qui ont... ouais. Non, à l'extérieur du cabinet. Je suis un peu compliqué, j'imaginais ça en dessous de ma plaque, mettre mes tarifs, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est à l'extérieur de l'endroit où tu pratiques. Oui, à l'extérieur de l'endroit où tu pratiques. S'il y a la salle d'attente, dans la salle d'attente. Pouvoir consulter ces tarifs-là à l'extérieur. Donc les prix, deuxième chose obligatoire, le fait que vous avez souscrit un contrat de médiation. Donc le contrat de médiation, c'est lorsque un client, si un client souhaiterait porter plainte pour une raison quelconque, la première étape, avant d'aller en justice, ça va être de passer par un médiateur. Et donc, un contrat de médiation est obligatoire depuis 2016 ou 2018, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est obligatoire d'avoir un contrat de médiation et d'afficher dans votre cabinet la possibilité de recours à ce service-là. Ça doit également être affiché sur votre site Internet, si vous avez un site Internet. Troisième chose qui est bien d'afficher en cabinet, ça va être une petite notion concernant la RGPD et le Règlement général de la protection des données. Alors, cette loi, elle est conçue pour protéger l'usager sur la collecte, l'utilisation des données et la protection des données. Donc, en général, on fonctionne avec un fichier client quand même, alors que ce soit simplement peut-être un fichier Excel, mais en général, on a notre fichier avec nom, prénom, numéro de téléphone et ou adresse mail. Et puis, éventuellement, on conserve quelques données, quelques informations sur comment s'est passée la séance ou sur la problématique du client. Donc, c'est OK. Donc, on conserve ce fichier. Alors, si c'est un fichier Excel qu'on conserve sur un ordinateur, en revanche, on doit le sécuriser, l'accès à ces données. Donc, c'est bien, si c'est conservé sur notre ordinateur portable personnel, qu'il y ait un mot de passe.
Ça pourrait être une bonne idée. Ben, évitez que vos enfants commencent à les trifouiller dans vos fichiers et que ça se retrouve par mégarde affiché sur le net. Ça ne pourrait pas être une super Voilà, bonne idée. voilà. Donc, et donc, simplement, en termes d'affichage dans le cabinet, mettre une petite affiche précisant donc les coordonnées personnelles et les informations relatives au dossier sont conservées dans un fichier Excel en sécurité, protégé par un mot de passe dont vous seul avez accès et avez connaissance, et que conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès de modification et de suppression de ces données et du droit de saisir la CNIL sur la protection de vos données personnelles. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose, pas forcément grand-chose à mettre en place dans notre contexte. Une petite affiche précisant ces éléments-là et on est en conformité avec la réglementation. Alors moi, il y a souvent quelque chose, je me permets. J'ai un jour quelqu'un qui m'a dit ouais, mais si j'affiche ça, les gens vont commencer à vouloir aller vérifier dans mon fichier client de ce que j'ai dit sur eux. Vous savez que votre médecin, vous avez exactement la même chose. Votre ophtalmo ou les gens qui ont des dossiers, vous avez la possibilité de leur demander ce qui est noté dans leur fichier. Combien de fois réellement vous l'avez fait? En fait, le fait de l'afficher va surtout sécuriser et va vous mettre en accord avec la législation. Mais c'est pas pour ça que vos clients vont commencer à vous demander ce que vous écrivez. Enfin, imaginons que je suis avec mon carnet là. Moi c'est pas mon cas, mais pendant la séance, hop, attends, il est par là, je note ce que me dit le client. Vous imaginez qu'il me demande, je peux regarder ce que vous êtes en train de noter? Ça n'arrive jamais. Mais légalement, il devrait avoir la possibilité d'accéder aux informations qui le concernent. C'est la loi. C'est important. Donc faites très attention à ça parce que c'est une obligation. On m'avait aussi parlé de l'affichage des certificats dans le cabinet. C'est pas une obligation. C'est une bonne chose, bien évidemment. En fait, là, vous jouez sur l'organisation comme vous le souhaitez de votre espace. Ça va servir votre image, votre crédibilité, puis peut-être que pour vous, ça vous fait aussi plaisir de les voir affichés, ces certifs. Mais il n'y a pas d'obligation légale par rapport à ça. Ouais. Moi j'aime bien. Et un jour, j'ai un client qui me dit dans le cabinet, parce que je mettais toujours la dernière certif, même quand j'étais passé en révisant, et il me dit, mais attendez, j'ai regardé la date là, vous êtes seulement formé depuis le mois dernier. Et moi, j'avais une petite phrase que j'adore, hein, parce qu'il n'est pas obligé de savoir comment ça se passe. Je lui disais, mais vous préférez quoi, un thérapeute qui est formé depuis 10 ans et qui n'a jamais remis à jour sa pratique, ou quelqu'un qui régulièrement va remettre au goût du jour? Et dans ce cas-là, moi, je mets toujours la dernière certification que j'ai reçue. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai jamais aucun client qui a joué là-dessus. Et enfin, souvent, on nous dit oui, mais c'est important de pouvoir prouver, de montrer. Alors, il y a peut-être un peu de syndrome de l'imposteur derrière, hein, je ne sais pas. Mais j'ai une question. Vous avez tous un médecin généraliste, enfin, normalement. Est-ce que vous lui avez posé des questions sur son cursus? Moi, j'en ai des très intéressantes. Hein. Ça peut peut-être le mettre mal à l'aise, donc faites attention. C'est peut-être pas la bonne idée, mais c'était quoi? Combien de fois il a repiqué sa première année? Est-ce que médecin généraliste, c'était vraiment son premier choix, ou parce qu'il n'était pas bon aux examens, il a dû faire ce choix-là? De quelle faculté il est diplômé? Et quel était son classement? C'est les questions qu'on ne pose jamais. Moi, un de mes médecins généralistes, j'ai découvert qu'il n'avait pas encore sa thèse à un moment donné. Parce il avait pris le temps, ça faisait 4 ans qu'il était en train de remettre. Il était médecin remplaçant, je l'avais régulièrement, mais il n'était encore pas docteur. Et pourtant, ce qu'il faisait était parfait. Donc, arrêtons de nous poser des questions sur est-ce que je dois justifier de tout? Il y a le côté légal, Nathalie nous en a parlé, et il y a le côté qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre dans mon ambiance cabinet. Myriam nous dit moi je veux une ambiance zen et épurée. Ok, c'est en rapport avec sa pratique de la thérapie. Moi, je sais que personnellement, il y a certaines choses que je ne mets pas en cabinet. J'utilise très peu d'huile essentielle parce que c'est un ancrage olfactif très fort. Je me rappellerai toujours d'une séance que j'ai faite en Reiki où la personne avait mis tellement d'encens que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Pour moi, c'était pas OK, pour d'autres peut-être. Alors, je termine juste sur Ouais, les obligations légales.
je souhaite quand même parler de l'obligation de remettre une facture à nos clients, hein, et qu'une facture doit comporter certaines informations, notamment la date, le montant, un numéro séquentiel qui correspond à votre facturation. Et voilà pour l'essentiel. Après, effectivement, en termes de comment organiser l'espace et comment organiser le temps, là, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Alors, tout dépend de vous. Comment organiser l'espace? Tu parlais d'encens, etc. C'était pas ton truc, que certains, ça peut être leur truc, justement. Prenez le temps de regarder comment les concurrents autour de vous, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent. Et puis, vous, qu'est-ce qui vous plaît à vous? Et comment vous différenciez par rapport à ce que proposent vos concurrents? Si, effectivement, la grande tendance, c'est de mettre de l'encens partout et que ça vous correspond, parce que bon, l'idée, c'est quand même que ça vous corresponde à vous, eh ben, OK, mettez de l'encens. Si, en revanche, ça ne vous correspond pas ou que vous souhaitez vous différencier et au contraire faire autrement, faites autrement. Mais tout ça, en fait, ça contribue à créer votre image de thérapeute. Et c'est important de gérer votre image en tant que thérapeute aussi. Quel thérapeute vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez renvoyer? Et parce qu'il y a une question aussi sur les prix. C'est exactement la même chose. Bien sûr. Comment fixer votre prix? Vous, à vous, déjà, quel est votre besoin? De quel revenu avez-vous besoin pour vivre? Combien de séances par semaine vous voulez faire? Donc, déjà, pour avoir une première approche par rapport à vous. Ensuite, observez aussi les concurrents. Les tarifs sont très variables en France d'une région à une autre. Donc, observez sur la zone sur laquelle vous êtes, à quels tarifs sont les concurrents. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez faire, vous? Vous souhaitez vous adresser à faire peut-être moins de séances, mais plus cher, et avoir donc une image peut-être différente en tout cas, que faire des séances peut-être à 40 €, peut-être d'en faire plus, vous ne vous adresserez pas à la même population, vous ne vous adresserez pas à la même cible. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Pour déterminer tout ça, c'est vous poser, vous, avec vous-même, observer ce qui se passe autour de vous, et ça ne peut être que local, hein, parce qu'entre une région parisienne et une région comme Lille, par exemple, ou même, moi je suis dans la campagne à côté de Lille, ça va être différent de Lille. Hein, donc, et puis mais de ce que vous... pas non plus les mêmes tarifs. Hein. Un local professionnel à Paris, c'est pas non plus le même tarif qu'un local professionnel à Vannes, puisque... Exactement. Tous ces éléments-là, est-ce que vous louez un cabinet, est-ce que vous exercez à domicile, tous ces éléments-là sont à prendre en compte dans la définition de vos tarifs et de comment vous fonctionnez et de ce que vous souhaitez en faire, en fait, mettre en avant de votre métier et de votre pratique. En fait, il y a une véritable question, et je vois qu'elle ressort beaucoup avec l'histoire des certifications. Les montrer, pas les montrer, c'est un choix que vous allez faire vous. L'idée, c'est pas de dire regardez toutes mes médailles. Mais quand j'étais petit et que je me rappelle, on m'a amené à Cameron. Alors Cameron, c'est particulier, c'est une fête de la Légion, et j'ai été super impressionné par tous ces gens que je connaissais en dehors, mais qui aujourd'hui avaient leur habit de cérémonie et avaient des barrettes de médailles. Et je me rappelle avoir demandé à quelqu'un, mais à quoi ça lui sert tous ces médailles? Et il lui dit, c'est avant tout pour moi, pour être fier de tout ce que j'ai fait. Alors si pour vous, la certification, vous n'avez pas besoin de l'afficher, l'affichez pas. Maintenant, je sais que souvent, c'est des jolies certifications. Alors des fois, elles prennent plus de place que l'autre. Hein. J'adore la certification NGH parce que ça me permet de placer dans la communication les rares fois où on me demande c'est quoi ce gros truc. C'est le National Guild of Typotistes. Voilà, ça me permet de m'entraîner en anglais. Il est un peu plus grand, il a un aigle, il est chouette. C'est sympa. Si c'est OK avec moi, maintenant je ne vais pas tout mettre, puisqu'au bout d'un moment, c'est comme si sur ma plaque, je devais mettre toutes mes spécialités. Au bout d'un moment, ça va être un espèce d'étalage, une liste à l'après-vert de tout ce que je peux faire. Faites ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous d'une chose. Mais c'est pareil, sélectionnez celles que vous voulez afficher, ne les mettez pas toutes. Enfin, Alors, je vois des questions qui sont très pointues, comme les obligations d'accessibilité au cabinet. On ne va pas y venir là tout de suite.
Merci Christine, parce que ça dépend vraiment de la situation. J'ai vu d'autres questions, mais j'aimerais aller vers ça parce qu'elle l'est depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe quand j'exerce pas en cabinet mais que j'exerce chez mes clients? Bah oui, je vais pas me balader avec mes diplômes et je vais pas afficher mes diplômes quand je suis en train de travailler dans le salon de mon client. Ah, je pourrais faire un PowerPoint où je lui montre tout ce que j'ai fait. Ce serait rigolo, ça. Non, non, c'est une blague. Mais j'ai à peu près les mêmes obligations pour la CNIL, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie, à domicile? De lui expliquer que comme j'ai des données sur lui, il a les mêmes. Ah oui, tout à fait. Voilà. Informez-le, oui, oui, oui. Informer les tarifs, peut-être une fiche de tarifs qu'on présenterait avant. Oui, tout Voilà. à fait. Parce que bien entendu, il y a des gens qui vont commencer par aller voir des gens en travaillant sur le bouche à oreille, en travaillant sur le réseau et développer en allant voir des gens avant d'avoir leur propre cabinet et de passer à la zone cabinet. Voilà. Je lis un peu ce qui se fait. Gwenaël qui se moque de moi en disant qu'il faut éviter de parler anglais en ce moment, ça augmente les postillons. Bravo! C'est vrai qu'hypnotique, c'est un peu particulier. Attends, je vais nettoyer ma caméra à ce niveau-là. Ok. Les certificats Synapse sont jolis, dorés. Ça vaut le coup de les afficher. Allez, on est entre nous. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis fier d'avoir fait ces formations. Ça m'a demandé du temps. Ça m'a demandé de l'énergie. Ça m'a demandé aussi du financement, hein, puisqu'avant d'être enseignant et formateur chez Synapse, j'ai fait l'ensemble du cursus. Ça m'a demandé, donc je suis fier de montrer ce que j'ai réussi à faire. Dans mon cabinet, quand j'étais sur Besançon, j'ai changé là, je l'ai enlevé. J'avais aussi le diplôme du meilleur papa. Je l'avais noyé dans la masse des certificats que j'avais, et je m'étais rendu compte que la plupart des gens regardaient l'endroit où il y avait les certificats, mais n'allaient pas beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui m'ont dit ah, le diplôme du meilleur papa, comme c'est drôle. Bah, ça faisait aussi partie de qui j'étais, et c'était important pour moi. Voilà. J'ai des Delox qui nous dit j'affiche mes réussites. Oui, je peux le faire. Bravo. Alors, Magali nous dit juste question technique, contrat de médiation ou comment? Bah, alors attends, changement de Change de casquette. casquette tous les deux. Ouais. Il faudrait un petit bandeau, vas-y. Ouais, rendez-vous sur le site supache.org. Vous aurez toutes les informations sur les contrats de médiation. Voilà. Supache a négocié et a mis en place des choses au niveau du syndicat pour permettre de le faire. C'est pas le but de l'information là, c'est pour ça qu'on va rechanger de casquette. Mais vous Oui. avez des informations très importantes sur. Merci beaucoup Florent sur Supache, et on travaille activement à ce qu'on soit au goût du jour et que vous ayez le maximum d'informations au même endroit. Voilà. Souvent, les gens nous demandent des détails techniques comme ça en formation, et on en a vu certains dans les questions. C'est quoi le budget? Comment on fait un plan d'activité? C'est des choses qui viendront. Maintenant, il y a des métiers spécifiques pour ça. C'est du véritable accompagnement aussi, une ouverture d'un cabinet. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut faire à la va-vite en vous disant, ben voilà, lancez-vous, on va voir ce qu'il en est. J'ai souvent tendance à dire que c'est un métier, être thérapeute, accompagnant, quel que soit le nom que vous donnez, coach, parce que je sais qu'on a nos amis tunisiens qui sont là aussi, ils utilisent beaucoup le terme coach. C'est aussi bien de savoir comment on le fait, qu'on fasse les choses dans les règles, avant de vouloir tout réaliser et tout faire sans avoir un peu de structure. Et c'est moi qui dis ça. Tu te rends compte, Nathalie, j'ai parlé. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Et pour finir, j'ai peut-être une question qui était au tout début, mon pauvre Florent, mais je vais la redonner. C'était est-ce qu'en ce moment, je pratique avec un masque? Eh bien, on est avant tout des êtres humains. C'est-à-dire, protégez-vous. Alors, je sais bien que dans d'autres temps, cette phase de sortez couvert, il y avait peut-être une autre vision derrière le sortez couvert, mais aujourd'hui, que ça soit masque, alors à titre personnel, je préfère la visière. C'est un peu étrange, cette visière plastique, on en trouve. Je préfère ça parce que ça enlève un peu ce côté Dark Vador quand je parle. Je suis déjà habillé en noir la plupart du temps. Et en plus, maintenant, je me mets un masque pour dire vous pouvez fermer les yeux. Ça va être un peu étrange, mais bien entendu, et c'est une obligation aussi, protégez-vous, mais protégez aussi vos clients, tout ce qui est sanitaire, nettoyage. Il y a des informations qui ont été données, on va pas citer Supache, mais on les trouve un peu partout, sur comment
comment vous protéger et protéger vos clients. Yes? Et ben voilà, déjà OK. 1 heure qu'on est ensemble, ça passe à une vitesse. J'espère qu'on a pu amener quelques éclaircissements sur les questions que vous avez. Continuez à les poser, hein. Florence, si tu peux nous mettre, voilà, génial. Café@synapse.fr du temps des cafés. On verra comment ça va évoluer puisque mercredi prochain, on a encore un rendez-vous sur cette partie-là. Bah, il me reste à te remercier chaleureusement, ma chère Nathalie, Eh bien, merci beaucoup, Christophe. de m'avoir accompagné sur ce café. Merci à vous tous. On va voir encore le programme avant de se quitter, si vous voulez bien. Demain, jeudi, on va prendre notre power shot du coaching, de l'accompagnement. Vendredi, parole d'expert avec Philippe Vernois. Une petite pause pendant le week-end, puisqu'on est dans ce format de déconfiné. Auto-hypnose, on continue avec Franck Platzek, notre aventure dans le voyage du héros. S'il y a des gens qui nous rejoignent maintenant et qui n'ont pas vu les émissions précédentes, allez voir la VOD pour vous mettre à jour et continuer ce voyage du héros. J'en parle un peu plus parce que j'en fais partie. On attaque les premières rencontres, les gestes qui soulagent. On va parler de différentes techniques corporelles et énergétiques. Et l'aventure de la thérapie, mercredi, où une nouvelle équipe ou pas, je ne sais pas encore comment ça va se passer, pour répondre aux questions que vous vous serez posées. Nathalie, je te souhaite une excellente journée, puis il reste quelque chose de très important. Synapsez-vous. Synapsez-vous. Ciao, ciao.